Bakia. Fais ça retour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver de nouveau pour décrypter les grandes questions d'actualité qui sont marquées par cette proposition de Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECID, qui venait de participer à la convention nationale, à la convention plutôt du Parti démocrate aux États-Unis. Et en marge de cette convention, Martin Fayoulou a lancé un appel à l'unité nationale, à la cohésion nationale. Pour Martin Fayoulou, les acteurs politiques, toutes parties prenantes, toutes composantes doivent se mettre autour d'une table question des passer en revue les différents sujets qui rongent la République démocratique du Congo. On va aussi aborder la question de la justice avec cette décision de Constant Moutamba qui vient d'instruire les procureurs généraux de pouvoir poursuivre les greffiers et les secrétaires de certaines juridictions qui sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds destinés au trésor public. On va en parler dans cette émission, mais aussi cette guerre entre les magistrats et le ministre de la Justice. Que se passe-t-il exactement? Nous en parlons dans cette émission. On va pas aussi oublier les Kamaïk Moukebaï, qui a décidé aussi de porter plainte contre Firmin Vonde, procureur général près la Cour de cassation. Est-ce que Moukebaï aura gain de cause par rapport à cette démarche? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo qui accusent les M23 d'avoir violé le cessez-le-feu voulu par les processus des Luanda, ces processus qui tentent de mettre autour d'une table la RDC et le Rwanda, question de trouver la solution à l'insécurité dans la partie est du pays. Et de l'autre côté, c'est le M23 qui accuse également Kinshasa d'avoir violé son espace aérien. La grande question, est-ce que les localités conquises par le M23 appartiennent désormais ou ne sont plus une propriété de la RDC? Des questions qui taraudent l'esprit de plusieurs Congolais. Sur ces plateaux, je reçois un cadre d'ensemble pour la République. Il s'agit de maître John Padou Bonolinoli. Bienvenue maître. Merci, bonjour Hervé. Comment allez-vous? Un peu plus fort. Très bien. Allez, vous aviez annoncé il y a peu la mise en place d'une commission préparatoire pour préparer la Convention nationale d'ensemble pour la République. Où en sommes-nous à ce jour avec ces travaux? Je crois que les travaux ont déjà débuté. Ce sont des travaux qui se font dans le secret de la commission ad hoc qui a été mise en place. Nous attendons que après 20 jours, certainement, ils vont faire le rapport acquis des droits. Et puis, le président peut prendre une ordonnance. Qu'est-ce que j'ai dit? Le président, c'est comme si nous gérons déjà les pays. Oui, j'y crois. Le président va prendre la décision, convoquant justement la Convention nationale sur proposition du secrétaire général. Très bien, allez, on va directement nous attaquer au menu de cette émission. D'abord, cette proposition de Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECID, qui demande à vous, acteurs politiques, de pouvoir vous mettre autour d'une table et de pouvoir taire vos divergences pour parler du Congo. Est-ce qu'Ensemble pour la République est partant? Est-ce qu'Ensemble pour la République est prêt à se mettre autour d'une table, est prêt à dialoguer avec les autres parties prenantes ou les autres acteurs politiques? Question de parler de la survie du Congo. Je crois que ce qui nous unit tous, c'est ce Congo que nous estimons qu'être de l'opposition ou de la majorité, c'est ce Congo qui nous unit. Ma préoccupation, c'est de savoir, c'est une proposition du président Fayoulou ou une proposition de son organisation ECID. Parce que là aussi, on a des fois... Oui, l'engagement est décidé, mais à un moment donné, ECID avait refusé d'aller aux élections. Mais le président est venu déposer sa candidature alors que on s'entend les députés, les candidats. C'est le président de l'ECID qui avait levé l'option de ne pas participer aux élections. Pardon? C'est le président de l'ECID qui avait levé l'option de ne pas participer aux élections. Non. Et il est revenu sur sa décision. Sous réserve de ce que je sais, que nos frères de l'ECID, en fait le parti ECID, s'étaient réunis pour refuser de participer. C'est comme ça qu'ils n'avaient pas de candidats députés nationaux et provinciaux, même au niveau municipal.
Mais du moins, et après, on a vu, surprise agréable ou désagréable, je ne sais pas, ça dépend de la position, on a vu le président déposer. C'est comme ça que je me pose la question, est-ce que c'est une proposition à ce stade? Parce que à ce stade, est-ce que c'est une proposition du président de décider comme Fayoulou ou de décider comme décision, et lui comme porte-parole, porte-étendard de décider, on a décidé. Qu'à cela ne tienne, je crois que il aborde dans le même sens que le président de la République lors de son interview. Parce que ce que nous connaissons est que nous sommes derrière la proposition de la SENCO. Exact. La SENCO a estimé qu'avec la catastrophe, avec la mauvaise gestion, avec tous ces problèmes de l'Est, il est bon de se mettre et d'en parler. Et dans notre programme de projet de société, nous avons toujours activé sur le fait que le dialogue, le cadre permanent d'échange ne doit pas être circonstanciellement mis en place. Parce que même nos lois prévoient ce qui est dialogue. C'est comme ça que d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le porte-parole de l'opposition, à qui ceux qui sont en train de gérer sont obligés, ils sont dans l'obligation légale de passer l'information à l'opposition sur la gestion du pays pour apporter des critiques et essayer de voir s'ils sont dans la bonne gouvernance ou pas. Donc c'est aussi notre cadre d'échange. Donc, les évêques, je rentre là, sur l'interview du président de la République, qu'il a pris l'état de qualifier comme il voulait, à qui il a distribué un peu des cartes de qualification. Mais du moins, il a dit en ouvrant la parenthèse que les clergés, les pères de l'Église, l'ont vu pour dire qu'il créer un cadre. Et le président dit, non, c'est ce que j'attends. J'ai exactement besoin de ça. Mais voilà, je vais faire comment? Aidez-moi. Je vais faire comment? Je vais tendre la main à qui? Le président Fayoulou ne reconnaît pas. Le président Moïse, jusqu'à prendre Bordelaï, que non, ce sont les siens qui l'ont mis là-bas. Kabila est avec le président Kabila, excusez-moi, le président Kabila est avec celui qui est avec l'Angola. Donc, il a distribué des cartes comme ça. Bon, aujourd'hui, on voit le président Fayoulou rentrer dans le contexte et dire qu'au-delà de nos divergences, nous pouvons y mettre. Et là où je ne l'ai pas trouvé assez sincère, c'est de reconnaître que c'était l'initiative de la SENCO. Et il a quand même reconnu à la fin que la SENCO, les pères de l'Église, peuvent encadrer ce cadre d'échange. Donc, comme principe... À la fin, il a reconnu la disponibilité des évêques à pouvoir accompagner les acteurs politiques. Effectivement, il y a une concordance, j'allais dire, dans les dires du président de la République et dans les dires du président Fayoulou de décider, donc membre de l'opposition, parce que lui il a pas résistant, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé les termes, mais du moins, en tout cas, il est de l'opposition politique et extra-parlementaire. Donc, ce qui fait que une proposition venant dans ce sens-là, nous ne trouvons pas assez d'inconvénients, nous, ensemble pour la République, à ce que des questions soient abordées avec beaucoup d'objectivité. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier à ce jour la convocation d'un dialogue? L'histoire plutôt nous enseigne que en 92, Mobutu avait initié la conférence nationale souveraine parce qu'il avait perdu la légitimité. Kabila fils a organisé les assises de la cité de l'OUA d'abord et puis la SENCO après parce qu'il n'avait plus aussi de légitimité. Alors là, nous avons un président de la République en plein mandat, il vient à peine d'entamer son deuxième mandat. Qu'est-ce qui pourrait justifier à ce jour la convocation d'un dialogue entre acteurs politiques? Vous savez que les débats sur la légitimité, la légalité, c'est un débat d'école qu'on peut s'y mettre ici à identifier. Est-ce qu'il est interdit lorsque tous reconnaissons qu'il ça ne va pas? Même ceux qui sont au pouvoir viennent nous dire que non, ça ne marche pas. Vous, l'opposition, vous devez faire quelque chose. C'est reconnu que ça ne va pas. Peut-être qu'on y abordera. Lorsqu'on trouve, par exemple, nos frères qui sont à la rébellion, déclarer qu'il y a eu violation de notre espace aérien. C'est quand même des questions à s'interroger. Et vous, comme journaliste, vous vous êtes interrogé, est-ce que nous sommes encore dans un état où on considère que de l'autre côté, une partie de Rutshuru qui est occupée, ces gens se considèrent ne pas être au Congo et ils estiment que survoler leur espace aérien, c'est violer les principes. C'est comme si ça devait... Vous sentez que les gens sont presque disposés à une balkanisation, qu'on y est déjà dedans,
sans le comprendre. Donc, des questions comme ça doivent être discutées parce que les institutions actuelles prouvent leur incapacité, inefficacité à travailler convenablement par rapport à ça. Donc, je ne trouve aucun inconvénient. Nous ne trouvons aucun inconvénient, justement, pour que l'échange, peut-être le terme dialogue peut trop déranger. Mais dans un dialogue, il y a l'échange, il y a les débats, les cadres de débat permanents sur ce que nous pouvons faire pour que les choses marchent mieux. Est-ce que c'est possible que les acteurs politiques congolais puissent se retrouver autour d'une table, ne parler que du Congo sans projeter ou sans penser à un gouvernement d'union nationale? Parce que des voix s'élèvent déjà. J'ai lu Steve Mbikaï qui affiche clairement ses ambitions de pousser le président de la République à composer ou à former un autre gouvernement d'union nationale qui va inclure aussi les opposants. J'ai lu à travers la presse aussi quelques journaux qui prêtent à Fayoulou les intentions de vouloir briguer la primature. La grande question, est-ce que vous êtes capable, vous acteurs politiques, de parler sans toutefois penser au partage des postes? Je crois que nous devons être sincères par rapport à la question. En tout cas, je réponds comme moi, John Padou, je réponds à cette question-là. Pourquoi nous acceptons d'être trop hypocrites dans ce débat de la République? Ce qui est vrai, nous reconnaissons que, par exemple, aux élections de 2023 ici, l'élu, c'était Moïse Katumbi. C'était le président de l'ensemble. Non, c'est une parenthèse que j'ouvre. Par exemple, en 2018, je donne un cas comme ça, Fayoulou a toujours estimé que c'est lui qui était passé. Et c'était vrai. Sans jamais prouver sa victoire. Voilà. Bon, prouver sa victoire, c'est un autre débat. Moi, je relève les faits des débats. Alors, dans le cadre d'échange, on trouve aujourd'hui que le tribalisme a pris son ampleur et que la situation du pays ne marche pas mieux. Débattons surtout, s'il s'agit pour question de la paix, pour question de l'unité, qui est quelque chose qui met les gens ensemble, qui essaie de faire à ce qu'on organise les choses mieux. Qui peut encore accepter d'avoir comment on appelle le truc de la CENI? Le bureau. Qui peut accepter d'avoir un bureau comme le bureau tristement célèbre dirigé par notre frère Kadima? Tristement célèbre. Qui peut encore accepter qu'il y ait des élections dans ce pays où 7 jours, chacun a sa machine à voter et peut faire comme il veut? Est-ce que nous sommes dans un état? Ce sont des questions. Donc, ce que nous subissons comme mégestion aujourd'hui, c'est la conséquence de quelque chose qui n'a pas été honnête. Donc, il n'est pas mal de mon point de vue, il n'est pas mal à ce qu'on échange. Même le président Fayoulou, qui était en train de réclamer la vérité des urnes, reconnaît dans son discours, en tout cas j'ai suivi ça, que les gens sont au pouvoir. Mais est-ce que tout dialogue, est-ce que tout échange entre vous, acteurs politiques, doit déboucher par la mise en place ou la formation d'un gouvernement qui doit vous inclure? Mais lorsque nous sommes dans le cercle vicieux de problèmes, où on ne veut pas toucher au problème réellement, formuler des propositions et limitez-vous là. À qui? Au président de la République. Parce que vous estimez qu'il ne gère pas bien le pays, vous estimez qu'il a détruit ce pays. Alors sur base de quoi vous allez encore aller co-gérer avec lui? Non. Le débat sur la co-gestion ou la gestion, c'est un débat qui nous fait reculer. Pourquoi lorsqu'on n'a pas encore levé les principes, vous allez sur la co-gestion? Parce qu'il y a des gens qui mais c'est ça, expriment déjà leurs ambitions. Non, c'est ça le mal. Le dialogue c'est bon, mais ça doit finir par un gouvernement. Non, j'ai suivi, c'est le vœu. Vous allez même refuser à quelqu'un de réfléchir. Mais nous, ensemble, nous ne réfléchissons pas sur des postes ou sur le partage. Nous disons, si un cadre d'échange, on doit nous donner sur quoi on va échanger. Le cahier des charges. Le fameux cahier des charges. Oui, fameux cahier des charges ou point inscrit à l'ordre du jour, mais ça ne serait pas vaille que vaille. On doit nous dire de quoi nous allons échanger. Exact. Et quelle serait la conséquence de ces échanges-là? Comment ça va aboutir? Ça sera dans quel format? Parce qu'on a des institutions. Est-ce que aujourd'hui, les lois que nous avons ne prévoient pas un cadre d'échange, un cadre d'idées? Il ne faut pas aujourd'hui qu'on réduise les gens à un problème de débat de poste. C'est anticiper
ou c'est mal choisir le moment. C'est comme ça que vous avez habitué cette population. À chaque fois que vous allez vous retrouver autour d'une table, à la fin, c'est partage des postes. C'est comme ça que je vous dis que l'habitude est une maladie sociale. Est-ce que nous faisons ce dialogue, en fait, est-ce que ce dialogue, si ça pourrait être fait, si ça pourrait être réalisé, on le fait parce qu'on a toujours dialogué ou on le fait parce qu'il y a des problèmes? On le fait justement vous parce mettez toujours en exergue les problèmes, mais lorsque vous allez vous mettre autour d'une table, vous n'abordez jamais le fond des problèmes en question. Non, je crois que vous pourriez dire que vous n'avez jamais abordé. Ça peut se comprendre. Vous n'avez jamais abordé. Parce que jusque-là, c'est chacun qui parle de sa manière. Ça n'a pas encore été effectif. Encore que dans une société, lorsque vous avez une expérience, on peut se tromper une fois et se tromper la deuxième fois est diabolique. Le premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est nyata. Ça a été chanté. Peut-être on le chante ça, mieux comprendre les choses. De toutes les façons, pour notre lecture, comme même nous pensons que le cadre d'échange, oui. Mais la question, c'est sur le comment, le mécanisme qui nous permet d'aboutir là. C'est comment? Parce qu'on a eu déjà des cadres comme ça. À l'initiative passée, il y a eu même la création de l'union sacrée autour des valeurs. On en a abouti où? Cette union sacrée, tristement célèbre, est en train de rendre le peuple un peu plus triste que ça. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on fasse du copier-coller. L'union sacrée à laquelle vous avez participé. Justement, parce que nous sommes partis de cet échec-là pour faire voir qu'il ne faut pas faire de copier-coller. La problématique doit être cernée. Et nous devons étudier sur les conséquences de la problématique qui sera relevée. Voilà. Il est plus humain de considérer que lorsque dans le passé, on s'est trompé dans la même logique, on ne peut pas prendre le même élan de vie, le même élan de comportement, la même attitude pour faire changer les choses. Les soucis pour nous, même pour ceux qui gouvernent, est que les choses marchent mieux. Pour que les choses marchent mieux, s'il y a des couacs qui se présentent, je crois autrefois avec vous m'avez posé la question, oui, je crois que le président d'un parti politique aurait déclaré que Nanga est frustré sur ces concessions qu'on a ravies. Je voudrais toquer, est-ce que quand on est au pouvoir, on a l'obligation de ravir les concessions des gens, sans un arrêt? Est-ce qu'on peut se réveiller aujourd'hui, on vient chez vous, on vous dit non, 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 on vous chasse d'ici. C'est une décision judiciaire. C'est ça. Donc, des frustrations comme ça, ce n'est pas le fait qu'on est au pouvoir, qu'on peut violer tout, qu'on peut injurier, qu'on peut qualifier tout le monde comme on veut. Il va de l'éthique de ce que nous sommes en société. Donc, je trouve que dans la logique de tout ce qui est dialogue, nous attendons voir si ça serait possible qu'on nous dise voici les éléments sur lesquels on doit travailler. Si nous trouvons que ces éléments ne conviennent pas à une solution durable pour le pays, ensemble ne va pas participer. Alors le pays fait face à plusieurs problèmes, l'insécurité, la situation sociale des Congolais qui pose énormément de problèmes, la flambée des prix, la dépréciation de la monnaie. Nous avons à ce jour un gouvernement composé aussi des personnes qui disposent de têtes bien faites. Alors dites-nous, quelle est la particularité de l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition a de particulier qui peut changer la donne, qui peut changer les conditions de vie des Congolais, qui peut changer ou qui peut restaurer la paix dans la partie est du pays? Vous disposez quoi de particulier qui manque à ce jour au pouvoir? Nous disposons d'un programme réaliste. Mais le président a été élu aussi sur base d'un programme. Non, j'ajoute, notre programme est qualifié d'un programme réaliste. Qui l'a qualifié de réaliste? Mais je vous l'ai amené. Vous allez le lire. Il est avec moi ici. Je vous ai amené. Je vous offre d'ailleurs à haute voix. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez essayer de cerner les contours. Nous avons des propositions un peu plus réalistes. Des propositions convenables pour la solution de cette république. Alors, la question aujourd'hui, c'est que on attendait que les élections, parce que notre combat restera un combat d'idées, un combat démocratique. Nous ne pouvons présenter ce que nous avons que au moment des élections, mais pour l'instant, que fait l'opposition? La loi règle la question. C'est être informé de l'action du gouvernement, apporter nos critiques et propositions par rapport à ce que nous faisons. Par ma voix ici,
nous avons toujours présenté des propositions, comment il faut bien gérer les choses, parce que nous sommes dans la gestion. Et un programme plus réaliste, qui nous permet à ce qu'il y ait une permanence d'échange, quelles que soient les tendances. Un président n'est pas président, un président de la République n'est pas président d'un parti politique. Il est au-dessus de la mêlée, comme disait Mobutu dans son discours de 1994. C'est ça? 90 plutôt. Il disait, que devient le président de la République dans tout ça, lorsqu'il a parlé de la démocratisation? Il dit au-dessus de la mêlée. C'est comme ça qu'on l'appelle le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire que la consultation permanente, tendre l'oreille à ceux qui ne croient pas à votre gouvernance, est mieux que tendre l'oreille à ceux qui flattent. Un pays où on considère que c'est du béton, c'est qu'il n'y a plus de sable, il n'y a plus de terre où planter. Voilà. Même par des concepts que nous prenons dans l'usage pratique, pose problème. Sur un béton, vous allez encore mettre quel engrais? Alors, je prends le cas de votre parti politique, Ensemble pour la République. Il y a 3 ou 4 ans, vous avez décidé de répondre à l'appel du chef de l'État, cet appel qui a mis en place l'Union Sacrée pour la Nation. Et vous avez décidé finalement de quitter cette organisation parce que, d'après vous, votre cahier de charges n'avait jamais été considéré. Alors, essayons de réfléchir un peu dans l'absurdité. Si dialogue il y en aura, vous avez quelle garantie que cette fois-ci, vos revendications, votre cahier de charges sera respecté? Bon, d'abord, je dois vous répondre que nous ne sommes même pas encore arrivés là parce que nous avons dit les préalables pour nous, c'est de savoir de quoi nous allons échanger. Par justement ce que vous relevez. Deuxième élément de précision est que Ensemble pour la République n'était pas allé comme parti politique à l'Union Sacrée. C'était Ensemble pour les changements qui, en censé regorger 3 regroupements politiques. Nous avons le MSAAD à l'époque. Nous avons le G7 qui était membre. Nous avons eu AMK avec PND dedans. Nous avons eu AR. Bref, c'était les mêmes personnes. Bref, c'était les mêmes Moïse Katumbi, les mêmes Kamitatou, les mêmes Salomo, les mêmes Mwando. C'était les représentants de ces regroupements. Moi, je ne suis pas sur le nom des gens. C'était les mandataires qu'on devait envoyer pour qu'ils représentent ce groupe. Nous avons aussi les Angui, non? Les Lutundu là aussi. Alors qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc, à un moment donné, nous, comme parti Ensemble pour la République, après notre convention nationale, que les autres appellent congrès, nous avons estimé ne plus faire partie de l'Union Sacrée sur base d'éléments que nous avons vu que ça n'a pas été respecté. Mais certains membres de Ensemble pour les changements sont restés. Ceux qui ont estimé qu'ils devraient quitter le gouvernement, je parle ici de l'illustre notre combattant arraché par l'assassinat Oudier, qui est Chérubé Okende, qui a quitté le gouvernement. On a l'honorable Mwando Simba qui a quitté le gouvernement. Donc on avait même le vice-ministre Wiki à la santé qui avait quitté le gouvernement. Bref, certains ont estimé qu'ils n'étaient pas d'accord comme membre de Ensemble pour la République. Très bien. Alors, votre question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que, par absurdité de la réflexion, vous pourrez être là? J'ai dit non, je biaise ma réponse en disant que nous ne connaissons pas encore de quoi nous allons échanger. Alors, le président de la République, c'est où la Senko avait fait sa proposition de convoquer une table ronde au président de la République. Alors, le président à qui la proposition a été faite jusqu'à ce jour ne se précipite pas pour tendre sa main de manière concrète à l'opposition. Mais comment expliquez-vous à ce jour qu'un opposant, Martin Fayoul, qui s'est toujours considéré comme le seul et l'unique opposant radical et crédible, puisse se précipiter à sauter sur l'occasion? Alors qu'il est connu de tous, c'est lui qui doit déclencher ce processus, c'est le président de la République. Comment expliquez-vous à ce jour cette précipitation, si on doit le dire? Non, ce n'est pas une précipitation. Il s'agit de la saisine du président de la République. Il a estimé qu'il peut, ça peut être par demande du président, par demande de ses collaborateurs un peu plus proches, par demande de membres du gouvernement, par demande de d'autres institutions. Mais lui, son parti, j'estime que c'est son parti qui a décidé, a voulu se plonger
sur la question. Mais pourquoi ne pas attendre que l'initiative puisse venir du président de la République? Parce que je ne sais pas vous répondre. Je ne suis pas décidé. Je ne sais pas vous répondre sur pourquoi, comment, non. Je trouve que vous me posez la question sur l'actualité qui a été là. J'apporte mon analyse sur base de l'éthique et de notre logique, notre philosophie de réflexion au sein du parti, le peu que je peux en connaître. En attendant que le parti statue par ses organes, chez nous, nous devons savoir. Mais en termes de lecture simple, nous pouvons considérer qu'une demande de dialogue est mieux. Même en justice, il nous arrive des fois de dire que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce qu'en arrangeant un problème entre vous, vous pouvez savoir que non, là, je me suis quand même mal comporté. Ici, je me suis bien comporté. John ne peut pas venir ici, il crache des injures sur le président alors qu'il est d'une bonne éducation. Autant que de l'autre côté, ça ne peut pas se faire. Très bien. Oui. Est-ce que le fait pour Martin Fayulu, vous n'êtes pas décidé, mais vous analysez, le fait pour Martin Fayulu de sauter sur l'occasion n'éprouve-t-il pas que l'opposition est à ce jour essoufflée? Ou asphyxiée même? Non, l'opposition ne peut pas être ni asphyxiée, ni essoufflée. Pourquoi? Mais le travail de l'opposition, c'est quoi? C'est de critiquer le pouvoir. Oui, apporter des critiques à la gestion de ceux qui sont là. Le point de l'opposition, c'est ne pas soutenir un programme irréaliste comme c'est le cas. Est-ce que l'opposition est essoufflée? Non. Au contraire, c'est le pouvoir qui est essoufflé. Ah bon? Eh bien, le pouvoir est capable de ça. Pourtant, le pouvoir, de manière formelle, n'a pas tendu sa main à l'opposition. Mais le pouvoir, chaque jour qui passe, il y a un problème de détournement qui est nouveau. Est-ce pour autant l'opposition doit tendre sa main au pouvoir? Non, parce qu'on a volé? Non. Est-ce que l'opposition a tendu la main? L'opposition n'a pas tendu la main. L'opposition. Non, de l'opposition a tendu la main au pouvoir. Oui. Un de l'opposition. Très bien. Ça veut dire quoi? Vous voulez l'engager que ça nous concerne nous ensemble? C'est le CIDE qui a proposé. Vous faites partie tous de l'opposition? Non. Faire partie de l'opposition, c'est lorsqu'on aura un porte-parole de l'opposition qui peut parler. On peut estimer qu'il a consulté tous les membres de l'opposition pour ce faire. Mais chaque parti politique a ce qu'on appelle son autonomie. Absolument. Oui. L'avantage seulement dans cette déclaration est que, au moins aujourd'hui, le CIDE reconnaît que c'est un parti de l'opposition. Et non un parti de la résistance qui ne retrouve aucun soubassement juridique et légal. Merci beaucoup. Allez, on va parler de la justice, mais une dernière question en rapport avec la politique, avec cette proposition de Martin Fayulu, cette proposition de la 5 ans endossée par Martin Fayulu. Est-ce qu'à ce jour, le décor est-il planté pour que les Congolais, pour que les acteurs politiques puissent se mettre autour d'une table? Et on parle de la décrispation politique, il y a des opposants qui sont en prison, il y a quelques journalistes réputés proches de l'opposition qui sont en clandestinité, d'autres qui sont contraints de vivre à l'exil. Est-ce qu'à ce jour, les éléments sont-ils réunis pour que la table ronde puisse se passer de manière apaisée? Ben, je crois que tout ce qui est arbitraire, tout ce qui est illégal, tout ce qui ne respecte pas nos textes et nos principes et même l'éthique de ce que nous sommes est à dénoncer et ne pas à encourager. Si aujourd'hui même vous, journalistes, vous estimez être journaliste près du pouvoir et journaliste près de l'opposition, ça n'aura plus de sens dans votre travail. Est-ce qu'on peut retourner dans un contexte où on a des journalistes qui n'ont pas de penchant? Et que dans l'éthique, dans votre éthique, votre penchant, vous les gardez chez vous. Pensez-vous que je donne un exemple, les clergés, les pasteurs qui respectent encore le sens d'être pasteur, n'ont pas un choix, mais ils les gardent. Parce que dans cette brebis, il y a toute tendance confondue. Nous avons besoin de ce genre de journalistes. Pas par complaisance, mais pour dire que pour qu'une société évolue convenablement, vous tenez le micro, pendant que vous êtes ici, il y a des milliers de gens qui vous suivent. Mais ils sont en train de voir que moi, j'ai un penchant, j'ai une tendance, j'ai une défense à faire par rapport à mon organisation. Mais vous ne pouvez pas avoir la même attitude.
Excusez-moi, je ne parle pas de vous, je parle du principe parce que vous avez levé. Alors, est-ce que le décor est planté? Je ne sais pas vous répondre parce que nous estimons que c'est une proposition d'un des membres de l'opposition qui a été soumis. Très bien. Et je suis réservé par le fait que mon parti ne s'est pas encore prononcé sur la question. Donc, je suis mal à l'aise en train de parler des choses. Je parle Merci en beaucoup. cette lecture comme moi-même. Très bien. Allez, on va parler de cette guerre qui oppose le ministre de la Justice, Constant Moutamba, aux magistrats. Pratiquement, c'est des jeux de ping-pong. Les ministres parlent, les magistrats agissent, ils menacent par des communiqués, par des mouvements de grève. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Je ne parle pas de vous comme individu, mais de manière générale, comment vous comprenez en ce jour, comment vous interprétez les revendications des magistrats contre les ministres de la Justice? D'abord, pour répondre à cette question, il faut vous dire que tout le monde est d'accord que notre justice ne va pas. Et que nous n'avons pas une justice, nous avons une injustice. Et dans le jargon, on nomme quand même un ministre de la Justice. Je vous ai dit une fois ici que le travail du ministre sur le plan des fonds, je peux voir sa volonté de bien faire les choses, mais il vient de violation en violation de nos textes. Vous l'accusez par moment de prendre le rôle des procureurs, par moment il se comporte comme non seulement comme le juge. procureur, même des juges. Il va dire que bon, on a arrêté, on va l'instruire, on va les condamner. Mais ça, ce n'est pas votre travail, monsieur. Excusez-moi, c'est un avocat assermenté. Il sait qu'il a le pouvoir d'injonction. Il se limite là. L'instruction n'est pas son problème. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément est que notre constitution et nos lois en la matière considèrent qu'il est l'organe de discipline pour les magistrats et des sanctions et même des propositions en termes de mouvement des magistrats est le Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque vous prenez les dispositions constitutionnelles sur la question, on cite qui sont membres du Conseil supérieur de la magistrature. Mais dans l'autre temps, on reconnaît qu'il y a un ministre de la Justice qui exécute la politique de la justice de ses gouvernements. Aujourd'hui, nous trouvons que notre Excellence, Maître Constant Moutamba, pourrait avoir une bonne idée, mais peut-être pour l'appliquer, ça pose un problème. De notre point de vue, moi je pense qu'il devrait se réunir avec le Conseil supérieur de la magistrature, au moins le bureau, pour essayer d'étaler les constats et les rapports qu'il a par rapport au comportement de nos magistrats, du parquet ou du siège. Et à ce moment-là, il peut mettre en place une commission ad hoc qui devrait travailler ça pour avoir un rapport convenable. Tout en considérant que dans l'association, au sein du Conseil supérieur de la magistrature, il y a des syndicats. Les syndicalistes ont leur lecture. Il faut justement les associer. Moi, on pouvait soupçonner X ou Y dedans, qu'on ne peut pas accepter qu'ils soient membres de la commission, mais on peut avoir une représentation de ces structures-là pour essayer de mieux faire. Alors, on voit, aujourd'hui, il y a même un arrêté interministériel. La gratuité de la justice n'a plus son sens. La justice d'aujourd'hui devient comme une régie financière. Justement, parce qu'au niveau du parquet, au niveau des cours et tribunaux, il y a des gens qui ont pratiquement érigé les monnayages de certaines actions. Non, le monnayage n'est pas seulement la justice, c'est partout. Et avec ces pouvoirs, c'est encore pire. Le problème est que dit la loi en la matière? Les frais de justice sont consignés au greffe, pas chez le magistrat. Il y a même un représentant de Dégérade qui a toujours été dans les ancêtres de... Peut-être qu'il faut essayer de renforcer ça. Mais dans quoi la décision du ministre de bancariser toutes ces opérations dérange? La bancarisation ne dérange pas. Qui a dit que la bancarisation dérange? C'est de sa compétence? C'est son secteur. C'est son secteur, mais en matière financière de mobilité. Vous savez, je suis content au moins qu'ils prennent l'arrêté interministériel, parce que donc, je suis passé sur un autre plateau pour dire, mais que fait le ministre? Il doit prendre l'arrêté
interministériel. Parce que le problème de l'ordonnancement, le problème des dépenses, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas, c'est pas de sa compétence. Même celui qui ordonne, qui est le ministre des Finances, ne peut pas faire la liquidation. C'est un trésorier du gouvernement. La liquidation se fait par le ministre du budget parce que c'est là où on trouve les gestionnaires des crédits et les contrôleurs. On doit suivre les lignes budgétaires. Et la mobilisation est de l'exclusivité du ministre des Finances. C'est ça le principe. Encore que le ministre est membre du gouvernement. C'est comme ça que vous constatez que lorsqu'on est ministre, avant même de prendre l'arrêté doit être discuté au niveau du Conseil des ministres. Même l'ordonnance du chef de l'État, c'est après avis, après avoir attendu, le Conseil des ministres attendu, ça s'écrit. Donc tous ces éléments, nous voudrions mettre du sérieux dans ce travail et je pense comprendre que le ministre de la Justice est dans cette logique-là, mais il n'a pas le droit de violer les lois. Pourtant, il a bénéficié encore du soutien lors du dernier Conseil des ministres et du président de la République de pouvoir continuer sur cette lancée. Une manière pour le président de tourner le dos aux revendications ou aux gesticulations des magistrats, oui, des syndicats des magistrats. Mais ils ne peuvent aboutir que là, ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Est-ce que vous avez été dans les secrets du débat? On peut se limiter à dire que bon, il faut pousser les gens. Mais dans l'entretemps, on lui dit d'être en contact avec le Conseil supérieur de la magistrature pour essayer d'organiser les choses convenablement. Je ne soutiens pas les magistrats. J'estime que respecter cette logique-là et taper sur la table, c'est mieux. Pour preuve, il n'a pas instruit les cas des greffiers. Justement, il a écrit au procureur pour que le procureur... Il a instruit. Oui, il a le droit d'injonction. L'injonction, c'est une instruction. Il instruit, mais... on connaît que dans le principe du ministère public, en fait, de l'officier du ministère public, il a le pouvoir de charge et de décharge. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si le PSG, le procureur général, n'exécute pas cette décision ou cette injonction? Non, il va exécuter, il doit les auditionner, non? Il doit les verbaliser, confronter par rapport à l'accusation. Parce que la charge de preuve est comme, justement, au ministre, par rapport aux éléments qu'il va envoyer. On l'a saisi par rapport à ça. Est-ce que Constant Moutamba est l'homme ou le canal par lequel l'assainissement de l'appareil judiciaire congolais passera? Avoir un peu sa manière de fonctionner. Est-ce que c'est un problème de l'homme Constant Moutamba ou c'est un problème du ministre de la Justice? Est-ce que c'est un problème du ministre de la Justice ou c'est un problème du gouvernement? C'est le gouvernement. Moi, je ne reste pas sur le fait d'exécuter la politique du gouvernement. Effectivement, parce que ce qu'il aura comme idée, comme pensée, doit être soumis au Conseil des ministres par rapport... parce que autant d'intelligence... C'est ce qu'il fait toujours. Oui, je pense que c'est ça. Mais j'ai vu qu'il est allé déposer des projets de loi alors que le gouvernement n'a pas penché sur la question. Comment peut-il déposer des projets de loi sans que le gouvernement ne soit informé? En tout cas, j'ai essayé de visiter je peux me tromper. Les comptes rendus du Conseil des ministres, on n'avait pas relevé cet élément. Ok. Je suis quand même étonné que ça soit déposé comme ça. C'est tout ce que l'opposition essaie de considérer qu'il faut que les choses se fassent dans le respect de notre texte. Très bien. Allez, on va parler sécurité. D'abord, votre commentaire sur le cas Moukébaï qui a décidé aussi à son tour de porter plainte contre le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Il va de son droit. Il va de son droit. Ensemble soutient totalement, entièrement, du début à la fin de ses écrits, par le canal de ses avocats, parce que dans cette revue, nous devons faire un effort d'éviter l'arbitraire. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Très bien. Allez. Les FARDC ou les FARDC accusent les M23 de violer le cessez-le-feu voulu par le processus de Luanda. Et de l'autre, ce sont les rebelles qui accusent Kinshasa d'avoir violé leur espace aérien. Des rebelles qui sont sur le territoire congolais, des rebelles qui ont conquis des localités congolaises, mais qui se permettent de dénoncer la violation de leur espace aérien.
que se passe-t-il exactement? Est-ce que la balkanisation tant annoncée par le passé vient de prendre forme ou comment? Je vous ai dit ici une fois, lorsqu'on a parlé du cas de la rencontre, lorsque c'était au coin huis clos de Luanda, je vous ai dit que la crainte pour nous est que on rentre dans l'erreur considérons ça comme une erreur, qu'avait commise en son temps le président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui pensait discuter avec Burundi, Rwanda et Ouganda et écarter les MLC, les RCD, les RCD KML, machin, tous ces groupes de rébellion qui aujourd'hui sont au pouvoir, qui ne savent pas conseiller au président utilement que c'était danger que nous risquons. On est arrivé à un moment où on devrait parler des dialogues intercongolais, où les Rwandais n'étaient plus. Ça, c'est un premier élément. Mais je suis quand même aussi curieux de constater que dans la déclaration de nos frères qui sont de l'autre côté, ils ont dit violation de l'espace aérien, de leur espace aérien. Par rapport à l'accord de Luanda. Non, ça, c'est les FARDC qui disent que le M23 ont violé le cessez-le-feu voulu par le processus de Luanda. Moi, je crois que nous n'avons toujours pas été d'accord avec la lecture du pouvoir par rapport à cette guerre de l'Est. Nous pensons de notre point de vue d'abord que, comme il y a agression, il n'y a pas seulement le Rwanda. Il y a aussi l'Ouganda qu'on doit considérer. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, on a aussi abordé dans le même sens que notre lecture. Mais aussi, on ne peut pas aller dans un cadre d'échange comme ça, tout en déconsidérant que les Congolais qui sont de l'autre côté, parce que le problème est que, même si, comme le Rwanda vient nous agresser, s'ils ne trouvent personne qui est avec eux, ils vont entrer facilement? Non. Je crois qu'il y a un aspect de problème congolo-congolais. Où nous pensons nous mettre? C'est dans cette logique que, moi personnellement, l'initiative de la SENCO, que notre parti soutient, est la bienvenue dans le cadre où nous devons échanger. Nous devons parler des problèmes. Tantôt on accuse que ce sont des frustrés qui sont de l'autre côté parce qu'on leur a ravi ceci, on leur a ravi cela. Oh, ça devrait passer par la voie de la justice, bien que nous décrions tous. Alors, ce qui dérange, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est confirmé que l'espace occupé par nos frères de l'autre côté n'est plus congolais. Ça nous inquiète quand même. Lorsqu'on surveille ça, donc même le pouvoir a permis à ce que ça soit considéré comme ça. C'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux là où nous allons. Nous sommes d'avis que, au-delà de tout, au-delà de nos divergences ou de nos problèmes ou de notre inimitié, nous pouvons échanger. Nous pouvons nous parler. 30 ans, c'est trop. Plus de 30 ans, c'est énorme. Il y a des gens qui sont nés dans cette situation. On parle des Iteramoué, on parle des rebelles, on parle des résistants de ceci, mais ils sont plus de 30 ans. Donc si ceux qui sont allés dans cette aventure avaient 20 ans, c'est considéré qu'aujourd'hui c'est 50 ans. Regardez-moi bien, c'est être grand-père. Hein? Donc il y a des enfants qui... Est-ce qu'on peut encore avoir le temps de les rappeler que le Congo est indivisible? C'est cela notre crainte. Et nous pensons que violation de l'espace, non-respect du processus de Luanda, tout ça, ça ne renforce que l'inimitié entre nous. Si l'on peut échanger avec nos frères qui sont de l'autre côté, eh bien, pour essayer de trouver la solution afin que les esprits soient apaisés, c'est mieux. Afin que le pays marche. Parce que cet argent qui est déboursé pour les guerres, le président n'est pas disposé à échanger avec les rebelles, surtout pas l'AFC de Corneille Nangaa. Je crois que le président de la République a parlé comme sa personne et non comme l'institution, de mon point de vue. Et le président ne va pas mettre trop d'émotion dans ça. Parce que nous qui sommes de l'Est, ça dérange.
Ce truc-là qui est dans l'arme ne choisit pas les couleurs politiques. Ça ne choisit même dans la politique mère. Vous pouvez rester comme ça en train de faire l'émission, ça vient, ça tape et vous êtes parti. Nous pensons que, en toute sagesse, nous ne pouvons pas mettre trop d'émotions dans cette histoire. Être chef, c'est savoir aussi assumer. Être chef, c'est savoir aussi reconnaître que je peux tendre la main. Je peux parler à eux. Nous pouvons discuter. Être chef, c'est aussi savoir punir. Oui, être chef, c'est aussi savoir punir par les mécanismes qui punissent. Voilà pourquoi un procès a été organisé et nos frères qui ont décidé de prendre les armes contre nous-mêmes, les Congolais, ont été condamnés. Oui, mais je me limite à constater qu'ils ont été condamnés. Moi, je suis avocat. Et qu'il y a un mécanisme, ils peuvent introduire des recours, ils peuvent aller dans ceci. La loi utilise des voies qui sont des voies légales pour attaquer une décision judiciaire et pour arriver à l'exécution, pour que la décision judiciaire soit coulée en force de choses jugées. Et je crois que c'est ça le problème. Mais est-ce que ça règle la question? Voilà. Parce qu'il y a trop d'informations dans ça. Certains disent non, il est parlé là-bas parce qu'on l'a ravi sans concession. Bon, moi, je ne suis pas en train de défendre le fait que, parce que tout celui qui va en rébellion contre la République, en toute logique, je suis contre. Je suis contre, je ne peux pas soutenir ça. Pourtant, il y a un de votre allié, Franck Diongo, qui soutient à ces jours l'AFC. Mais pourquoi au Congo, on a tendance au fait que si je suis allié à quelqu'un, s'il prononce la chose, ça revient à moi? Franck Diongo est président d'un parti politique. Il est l'allié d'ensemble. Nous sommes tous de l'opposition. Donc c'est comme si vous pouvez dire que tout ce que les SIDA a déclaré là, c'est ça notre position. Franck Diongo est lié par sa déclaration. Il ne faut pas nous mettre dedans. Moi, je suis Bonoli Noli. Je suis à votre émission. C'est des questions que je vais répondre comme moi je peux répondre. C'est que je sais que le parti a déjà une position par rapport à ça. Je peux engager le parti. Vous m'avez posé la question sur l'évolution de trucs. Je vous ai dit que bon, je ne réponds pas comment. Même Paul aussi a dit ça dans la Bible. À cette question-là, je n'ai pas réussi l'instruction de Dieu. Mais comme serviteur de Dieu, voici ce que je vous dis. Et croyez à ce que moi j'ai dit. Vous soutenez les dialogues, vous soutenez les cadres de concertation. Mais parmi les personnalités qui devront participer à ces assises, il y a un qui est pointé du doigt accusateur comme étant bras séculier de l'Alliance Fleuve Congo, de Corneille Nangaa. Comment ces messieurs doivent-ils se présenter dans un environnement où les gens n'ont pas confiance en lui, où les gens le vilipendent? D'abord, moi, je n'ai pas été d'accord avec le président de la République de traiter son prédécesseur de cette façon. Autant que nous devons lui apporter le respect le plus total, autant que nous pouvons aussi apporter à celui qui a été à la gestion de cette République. Alors, aussi, le président, à part le fait qu'il ait déclaré que le président Kabila est avec... Non, nous n'avons pas autre élément de preuve. Donc, je m'abstrais de glisser dans un débat ou dans une question où je ne sais pas répondre sur les motivations. Il ne nous a pas donné des éléments. Il fournit quoi? Il est quoi dans ça, dans cette organisation? Parce que c'est une association de malfaiteurs, en fait, qu'il a essayé de mettre, qu'il a mis son prédécesseur dedans. Alors, une association de malfaiteurs doit avoir des éléments. Est-ce qu'il est commandant? Celui qui donne des instructions? Celui qui mobilise? Celui qui fournit? Ainsi de suite. Moi, je n'ai pas tous ces éléments-là. Je trouve seulement que il a été pas assez gentil. Donc c'est déjà un problème pour la cohésion nationale tant voulu. Oui, mais si il y aura un cas d'échange, c'est parce qu'il y a des problèmes, non? Les problèmes, ce sont des hommes qui règlent le problème. Voilà. En termes simples, nous prenons la justice, la liberté et la solidarité. C'est lorsqu'on a une justice convenable que la liberté se limite à ce qui est prescrit dans la loi. Très bien. Et dans cette logique-là, nous devons être solidaires parce que la solidarité va avec l'amour du prochain. Très bien.
On va terminer cette émission. Une dernière question. Les FARDC continuent d'évoquer, ou Kinshasa continue d'évoquer le processus de Luanda ou le respect de ces processus. Le M23 qui dénonce la violation, entre guillemets, de leur espace aérien, c'est les mêmes qui continuent de prendre des localités. Alors, est-ce que Kinshasa, nos autorités sont-elles naïves ou nous sommes complices de ces jeux? Bon, je ne parle pas de la naïveté des autorités, ils ne sont pas naïfs. J'ai dit toujours que je trouve que ce pouvoir est incapable de faire ce qui est mieux. Comment t'expliquer? Où est-ce que vous avez déjà vu? Excusez-moi, moi je ne suis pas. Non, moi je ne suis pas d'accord avec notre armée qui fait un travail de mouillère. Mais l'armée obéit, ne fait qu'obéir aux ordres. L'ordre venant de qui? De Kinshasa. Donc vous voulez aujourd'hui accuser à haute voix que vous voulez dire à haute voix que c'est Kinshasa. Non, mais je me réfère au communiqué. Oui, moi j'ai dit ceci. Vous avez déjà vu dans une maison où on vient vous attaquer nuit et jour, on vient violer votre parcelle, mais votre point c'est de crier. Venez les voisins, venez voir comment on est en train de nous piller. Aucune résistance. Ce qu'il faut faire lorsqu'on viole de mon point de vue, mais frappons durement. Peut-être que c'est eux qui ont commencé. Nous ne pouvons pas faire autant d'années en train de se plaindre à tout moment. Il ne me paraît pas responsable que nous nous comportions de cette manière-là. Je sais que cette armée est la dixième armée en Afrique. Qui fait d'abord ça? Qui nous donne ces rapports-là? Qu'on est la 10e. C'est pitié. Vous doutez de cette 10e place? Non, je ne doute pas. Je suis en train de craindre. Est-ce que nous sommes 10e en déclaration ou quoi? Moi, j'ai besoin de l'armée de mon pays. Ne plus faire. Merci beaucoup, Maître John Padou. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public. On va se séparer. Le Congo est un État souverain et il doit être indivisible. Tout ce qui est lié à ce que les choses marchent mieux, nous encourageons. Mais nous interpellons le pouvoir en place, le gouvernement, à mieux faire pour l'intérêt du peuple congolais. Qui dit peuple congolais, c'est en même temps aussi eux. Ils sont parmi ces peuples-là. Alors, le parti Ensemble pour la République est l'alternative qui convient. Merci beaucoup. Venez. Je vais m'imprégner de votre programme de gouvernance et on va incessamment organiser une émission sur ça. Très bien. Nous avons besoin plus de vendre notre programme que d'aller dans des trucs de distraction parce que l'alternative de la République, c'est Ensemble pour la République. Merci beaucoup. Cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci également à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. C'est pas mauvais. En fait, on fait ma partie politique déjà presque dans la même